Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. Salut Big Rusty, comment ça va? Salut Guillaume, salut tout le monde, ça va? Wow. On s'intéresse aujourd'hui aux invaincus, on va parler des invaincus. Et ce fameux moment où vous pouvez basculer et passer de 10-0, 17-0, 24-0, 29-0, 30-0, pourquoi pas, à une première défaite en carrière, parce que oui, tout peut basculer à ce moment-là dans votre carrière, on ne sait pas ce qui peut se passer après. Et là, on a le cas de Khamzat Chimaev qui combat l'UFC 273, combat le plus attendu de la carte malgré les deux combats pour le titre et qui affronte Gilbert Burns. Aujourd'hui, Khamzat Chimaev, il a un bilan parfait. 100% de victoire en carrière, 100% de finish en carrière, il n'a jamais dépassé le deuxième round de sa vie, mais il affronte quelqu'un en la personne de Gilbert Burns, classé numéro 2. Et nous là, on va un petit peu s'interroger sur ces moments où une carrière peut changer, où vous avez un combat qui peut vraiment définir une carrière à proprement parler, parce que là aujourd'hui, Khamzat Chimaev, il a la confiance, il a l'ascendant psychologique sur tous ses adversaires, mais ça va peut-être changer lors de l'UFC 273 dans la nuit du 9 au 10 avril. Big Rusty. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Coup, les invaincus, Big Rusty. Là, Khamzat a un sacré choc face à lui, en la personne de Gilbert Burns. Avant ça, il y avait, souvenez-vous, Israel Adesanya qui avait essayé de partir à la conquête du titre light heavyweight et il s'était cassé les dents face à Ian Blachowicz. Depuis, il est bien remonté, mais c'est toujours un moment un petit peu crucial, ça, quand vous mettez en jeu votre statut d'invaincu. Et puis surtout, on pourra se poser la question après, d'ici quelques mois, sur le combat d'après, une fois que le combattant a perdu ce statut d'invaincu. Ouais. Et c'est vrai que pour répondre et pour étayer un petit peu le podcast là qu'on va avoir, je suis retourné un petit peu sur quels étaient les exemples les plus intéressants et les plus frappants d'invaincus qui ont perdu et comment ça s'est passé après. Et vraiment, il y a le truc qui pour moi en fait fait l'essentiel de la manière dont tu rebondis ou pas, et c'est assez intéressant, c'est est-ce que avant de perdre, tu t'imaginais perdre? Et c'est vraiment, ça m'a fasciné parce que il y a des exemples, par exemple Ronda Rousey et George Foreman, qui ne s'imaginaient même pas perdre. Mais vraiment, et c'est ce qui faisait leur force. C'est-à-dire que c'était des rouleaux compresseurs et George Foreman, par exemple, il y a une des vidéos qui est une des plus célèbres de lui, où pendant qu'il était sur sa série d'invincibilité, et on rappelle quand il affrontait Ali, il me semble que c'était 40 victoires, 37 KO, c'était vraiment, il était en mode Wilder, quoi. Et d'ailleurs, Wilder, j'avais pas pensé, mais ce sera un autre exemple intéressant. Et en gros, Foreman, dans une de ses vidéos connues, le journaliste lui demande, mais du coup, une question genre, qu'est-ce qui va se passer si jamais vous perdez? Et en gros, Foreman lui répond, si jamais vous perdez, si jamais je. Et en gros, voilà, tout le monde de l'assemblée rigole parce qu'ils comprennent que le mec n'imagine même pas, en fait, qu'il peut être battu par un autre homme. Et Ronda Rousey, c'était pareil. On sait qu'elle avait c'était une confiance en elle elle se savait tellement au-dessus de la compétition qu'en fait, dans son cerveau, elle s'était construit mais entre guillemets, tu vois, les preuves étaient là pour la supporter dans cette manière qu'elle avait de se voir elle-même, parce qu'elle battait tout le monde en je sais pas combien de secondes, elle les explosait, et donc en fait elle se construit ce personnage en fait personne ne m'arrive à la cheville, personne ne peut me battre. Et ce qui est vachement intéressant, c'est que dans ces deux cas-là, une fois qu'il y a eu la défaite, alors qu'ils ne s'imaginaient pas que c'était possible, ils ont été dévastés, mais à un stade où en fait ça les a redéfinis en tant que personne. Et les deux le disent. Alors pour Ronda Rousey, en fait, elle le dit, à partir du moment où elle a perdu contre Holly Holm, elle avait des pensées suicidaires, elle se disait, mais en fait, ça sert à quoi en fait? Qu'est-ce que je fais là? Ça sert à quoi de toute façon? Et ce qu'elle dit, c'est ce personnage de invaincu, c'est ce qui me définissait. Maintenant, je suis plus rien en fait. Et George Foreman, lui, dit, après cette défaite contre Mohamed Ali, en plus c'était une défaite où tu te fais, tu donnes tout ce que tu as, c'est-à-dire que tu es la meilleure version de toi-même, tu arrives, tu donnes tout, tous les coups qui normalement font tomber tes adversaires, là ne les font pas tomber et ça ne marche pas comme d'habitude, et alors que toi tu arrives comme d'habitude, le mec en face sort une performance que tu ne comprends pas en fait. Le fameux moment au 6e round où Mohamed Ali chuchote ou dit à l'oreille de George Foreman,
est-ce que c'est tout ce que t'as, alors que le mec vient de lui labourer les côtes comme un tractopelle. Et George Foreman, du coup, dit, à ce moment-là, j'ai réalisé que, ah merde, parce que oui, c'est tout ce que j'avais. Et, et il dit après le combat et la défaite contre Muhammad Ali, il a eu plusieurs étapes, mais qui étaient d'abord du déni en fait. C'était d'abord le fait de dire ben non mais c'est parce que j'ai eu un problème de je sais plus si c'était de conditionnement ou de cardio de machin, et puis ensuite il a fait justement un truc à Toronto contre 5 personnes pour prouver qu'il n'avait pas de problème de cardio. Il était en colère, il n'acceptait pas, etc. Mais il dit, et en gros ça c'est dans les documentaires qu'il a fait des années plus tard, il dit j'étais dans un état en fait où j'étais tellement dévasté que j'arrivais même pas à voir clair en fait. Et c'est ce qui a fait que sa carrière a pris un tournant totalement différent. Et ces deux exemples-là, pour moi, ils sont vraiment fascinants parce que c'est donc cette partie-là du miroir en fait. C'est-à-dire quand tu n'imaginais pas perdre et que ça arrive, ben, c'est un petit peu, c'est ce que disent les psychologues cliniciens à propos des gens qui développent des stress post-traumatiques. C'est quand ils sont témoins de choses dont leur cerveau ne pouvait, enfin que leur cerveau ne pouvait même pas imaginer qu'il soit possible. Ça peut être les horreurs de la guerre, des enfants, des trucs comme ça. Et en gros, généralement, ceux qui arrivent et qui reviennent de la guerre et qui n'en reviennent jamais les mêmes, c'est lorsqu'ils ont découvert et vu et été témoins de quelque chose que leur psyché ne pouvait même pas concevoir que des humains puissent le faire. C'est un peu la même, dans le même esprit, entre guillemets, même si c'est bien sûr à des degrés totalement différents. Et donc ça, c'est d'un côté du miroir, et de l'autre, en fait, ce qui est vraiment fascinant, c'est tu as aussi les gens comme Adesanya ou Georges Saint-Pierre la première fois qu'il a perdu contre Matt Hughes, où en fait, ce sont des gens qui ils étaient conscients que la défaite fait partie d'une carrière, de la carrière d'un combattant, et du coup, ben, lorsque c'est arrivé, ils s'y attendaient, ils y étaient préparés, et lorsqu'elle est arrivée, ils en ont juste tiré des leçons pour revenir plus fort. Ben, pour Adesanya, en gros, juste après sa défaite, mais immédiatement, il disait, ben voilà, I dared to be great. Donc, j'ai osé tenter d'être une légende et parmi les plus grands, etc. Georges Saint-Pierre, ben lui, lorsqu'il est revenu de sa défaite contre Matthews, il disait, ben voilà, lorsque je suis arrivé dans le combat, j'osais même pas regarder Matthews dans les yeux dans le stare-down, etc. Et puis, au final, ben, il m'a donné une bonne leçon, et puis c'est ça qui m'a permis de revenir. Je l'ai rebattu ensuite, etc. Mais parce qu'ils étaient conscients que ça pouvait arriver, que ça faisait partie du processus, et que en l'utilisant de la bonne manière, ben, ils pourraient se relancer de plus belle. Et ça a été le cas, que ce soit pour Georges Saint-Pierre et pour Adesanya. Et Georges Saint-Pierre, il a eu une seconde défaite par la suite, qui a encore été un nouveau processus d'apprentissage dont il a retiré encore des leçons, qu'il a utilisé dans son combat contre Carlos Condit. Et voilà, vous connaissez l'histoire ensuite. Mais c'est pour moi, c'est vraiment ça qui fait que c'est la différence cruciale, en fait. C'est s'il ne s'imagine pas et que ça arrive, ça peut vraiment avoir des effets dévastateurs. On sait que, je sais pas, c'est peut-être trop tôt pour Darren Till, mais je sais que pour Darren Till, il y a peut-être un petit peu de ça aussi, en fait. Le fait qu'il avait tout ce truc de Scousers don't get knocked out, en gros, nous, les mecs de Liverpool, on peut jamais être mis KO, machin, et tu t'en convaincs de la même manière qu'il en est convaincu Paddy Pimblett en ce moment. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait que ben ça ne l'a pas, il n'a pas remis les choses en perspective et remis les choses en question, et qu'il n'y a pas eu de vrai changement entre guillemets jusqu'à peut-être maintenant, on va voir. Mais c'est parce que justement peut-être que lui aussi il avait cette certitude que ça ne pouvait pas arriver. Ce qui est aussi donc, compliqué, voilà, donc je c'était pense. un petit peu... Pardon, je voulais dire, Grosti, ce qui est Ouais. aussi, à mon avis, difficile pour les combattants quand on parle des défaites, c'est quand ils sont battus, là où ils ne s'attendent pas à être battus, ou dans le sens, tu vois, comme l'exemple de George Foreman ou de Ronda Rousey, c'est à chaque fois, ils ne s'imaginaient pas perdre de cette manière-là. Adesanya, quand il a perdu contre Jan Blachowicz, c'était un combat hyper serré. Certes, il perd son bilan d'invaincu là-dessus, mais il perd sur quelque chose où, de l'avis de tout le monde, s'il y avait un moyen de battre Israël Adesanya, c'était de cette manière-là. Cyril Gane, par exemple, on va le voir, enfin, il a très bien pris sa défaite face à Francis, parce que là aussi, tu vois, c'était un combat hyper serré, il gagne les 2 premiers rounds, ensuite, il perd par la lutte, mais dans un 5e round où il met le premier takedown, et ensuite, Francis inverse la tendance. On s'attendait pas à ce que Francis fasse de la lutte, mais de tout ce que tout le monde avait dit, c'était, s'il y a un moyen de battre Cyril Gane, faut réussir à le mettre au sol, tu vois. Et je pense que ça, c'est beaucoup moins traumatisant pour les athlètes, et ça leur permet de bien prendre le truc, parce que, depuis le début, ils savent que c'est là-dessus qu'il faut travailler forcément,
et ensuite ils vont pouvoir capitaliser là-dessus pour la suite de leur carrière. Si par exemple Cyril avait perdu contre Francis parce que Francis avait sorti une masterclass debout, là tu vois on aurait été wow, là c'est chaud. Et c'est vrai que si toute ta carrière t'as fait sur un point en particulier et c'est là qu'on t'attend et là t'es dépassé, je pense que c'est hyper traumatisant, d'où les cas de George Foreman et de Ronda Rousey, parce qu'il y avait ce côté absolument inarrêtable quand on regarde son run à l'UFC. Et aujourd'hui, Adesanya, et on verra pour Cyril Gane, je pense qu'ils ont réussi à bien revenir là-dessus, parce que ils ont été mis dans des situations où, quand Adesanya est revenu après son combat contre Jan Blachowicz, il a affronté Marvin Vettori. Marvin Vettori qui allait bien évidemment le tester sur la lutte. Et il a montré à tout le monde que, ok, il s'est pris un takedown face à Marvin Vettori, mais il n'y a pas eu vraiment de alerte où ça va être chaud, le combat va bientôt se terminer. Et je pense que c'est ce qui change aussi beaucoup. Et là, aujourd'hui, où au moment où on parle, Khamzat Chimaev va bientôt affronter Gilbert Burns, c'est là aussi une situation où ça va dépendre beaucoup, si jamais il venait à perdre, de comment il va perdre aussi, tu vois. Parce qu'il y a défaites et puis défaites qui peuvent être traumatisantes. Non, c'est sûr. C'est sûr, et on parle d'invaincu, mais ça se rapproche beaucoup aussi de la confiance que tu peux te bâtir quand tu as une série d'invincibilité, parce que par exemple Francis Ngannou, la confiance en lui qu'il avait quand il a affronté Miocic la première fois, ça se rapproche beaucoup de ce dont on parle alors qu'il n'était pas invaincu. Parce que la défaite qu'il avait eue, c'est quand il n'était pas encore vraiment formé au MMA, et du coup je pense que dans sa tête, il ne la considérait même pas comme une défaite, dans le sens, voilà, il savait pas encore ce qu'il faisait. Et c'est vrai que pour revenir à ton point, par exemple, le combat entre Rafael dos Anjos et Anthony Pettis, où Anthony Pettis était en pleine bourre, il avait probablement cette confiance de l'invaincu, même s'il n'était pas non plus, il me semble. Non, il n'était pas. Mais il avait cette confiance de l'invaincu aussi, et il a été battu debout et très clairement et pendant 5 rounds. Donc c'est son jeu, le striking, par Rafael dos Anjos, et on sait qu'il est jamais revenu de la même manière ensuite, et donc ça va complètement dans ton sens. Et puis pour Hamzat, et c'est vrai qu'il y a d'autres exemples. Récemment, je regardais les combats de Brock Lesnar, la première défaite de Brock Lesnar contre Frank Mir. Il est tellement confiant en fait quand il affronte Frank Mir la première fois qu'il va le démonter, qu'en fait il est très nonchalant presque dans sa manière de s'échapper des soumissions, dans sa manière de pas se faire prendre en triangle, parce que il est tellement convaincu que de toute façon il va trouver un moyen d'éclater son adversaire, que cette confiance qui fait que tu peux avoir une demi-seconde d'avance parce que tu ne doutes pas peut aussi te desservir, parce que tu peux donc te faire choper parce que tu es plus nonchalant, etc. Donc c'est une balance qui est très intéressante. Et pour Khamzat, pour ne pas partir tout seul, mais pour Khamzat, j'aurais tendance à penser, si on se fie à ce qu'on vient de dire, mais je suis très curieux, que on peut pas s'empêcher de se dire, il fait partie de la catégorie des Ronda Rousey, des George Foreman, parce que il est invaincu, mais genre en lutte freestyle, il est à 24-0, en amateur, il est à 3-0, en professionnel en MMA, il est à 10-0. Et cette confiance en lui qui émane et qui l'exude par tous les pores, on peut pas s'empêcher de se dire, on le voit, Ronda Rousey, George Foreman, Deontay Wilder avant sa première défaite. Et du coup, c'est fascinant, parce que je veux pas qu'il perde, parce que je veux aussi voir jusqu'où est-ce qu'il peut aller avec cette confiance de l'invaincu, jusqu'où est-ce qu'il peut amener ses compétences. Parce qu'on sait qu'il s'entraîne 5 fois par jour, donc forcément, s'il s'entraîne de genre pas juste physiquement, mais aussi pour faire progresser tous ses skills, toutes ses compétences, ça veut donc dire que il est en train de se développer à un niveau mais monstrueux, et la preuve est là, puisque ce qu'il fait dans l'octogone. Donc j'ai pas envie de le voir perdre tout de suite, parce que j'ai presque envie de le voir jusqu'où est-ce qu'il peut arriver en développant ses compétences au maximum, et donc j'ai presque envie genre qu'il aille combattre pour le titre avant tout ça, tu vois. Mais je suis aussi curieux, presque curiosité malsaine, mais très très curieux de voir s'il perd, lorsqu'il perdra, parce que voilà, maintenant il y a eu le précédent Khabib qui donc n'a pas eu de défaite, mais si il continue de combattre jusqu'à une défaite, et on sait que normalement ça arrive, on pourrait citer John Jones aussi dans ces cas-là, mais je suis très curieux. Je suis très très curieux de savoir si ça confirme la théorie, ou justement s'il a cette confiance en lui, etc., mais que parce que il sait aussi ce qui s'est passé avec Fedor, les machins, et qu'on perd tous un jour, normalement, si on continue suffisamment longtemps. Est-ce qu'il a ça d'un côté de sa tête, à l'arrière, bien caché, etc., mais qui veut pas le voir pour l'instant, ou pas, qui lui permettrait de surmonter ça et de
d'utiliser une défaite comme une force. Enfin, vraiment, je suis très très curieux aussi le jour où ça arrivera, si ça arrive. Affaire à suivre, Big Rusty. Vous le savez, Big Shout out My Sweet Pea. My Sweet Protein, moins 38% sur tout My Protein. Avec le code la sueur, Venom, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur, see ya. I'm fucking coming for you!